bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie de voir là sur le chat les bonjours à toutes, bonjour de Grenoble, donc bonjour de toute la France et ravie que nos webconférences soient devenues avec Patients en réseau et Dis-moi Santé un vrai rendez-vous. Ce soir, on a environ 500 personnes d'inscrites, donc il va y avoir à mon avis beaucoup de discussions et c'est super. Donc ce soir, le but est de mieux comprendre les hormonothérapies dans les cancers du sein localisés et de mieux vivre le traitement. Donc, je suis ravie une fois de plus d'être avec Laure Guérou-Acolas, qui est fondatrice et directrice de Mon Réseau Cancer du Sein. Et nous serons également avec le docteur Wasserman. Bonsoir, docteur Wasserman. Donc, vous êtes oncologue médical à la Pitié-Salpêtrière depuis environ 10 ans. Vous êtes spécialisé dans les cancers du sein et les cancers gynécologiques. Et ce qui est particulièrement intéressant ce soir, c'est que vous êtes aussi docteur en épidémiologie et en santé publique et qu'au cours de vos travaux, vous avez notamment travaillé sur tout ce qui était adhérence à l'hormonothérapie. Alors, pour nos autres auditoires, l'adhérence, c'est la prise des médicaments avec la régularité et la dose qui est prescrite. Et c'est vrai que l'hormonothérapie, parfois, peut être très longue, peut avoir des effets indésirables. Et donc, cette question de l'adhérence est centrale. Et donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, parce que je pense que nous aurons énormément de questions à vous poser. Alors, vous avez deux onglets, comme d'habitude, un onglet chat sur lequel voilà, on se dit bonsoir, etc. Et un onglet questions sur lequel vous pouvez poser des questions d'ordre général que Laure et moi nous ferons un plaisir de poser au docteur Wasserman. Le docteur de bureau est également présent sur l'onglet questions pour répondre par écrit, à condition bien évidemment que ces questions soient d'ordre général. Alors, je vous souhaite une excellente webconférence et je vais laisser la parole à Laure. Alors, un petit message de bienvenue. Moi, je suis particulièrement heureuse de co-organiser cette webconférence ce soir pour deux raisons. Déjà parce que moi-même, je suis une ancienne patiente et donc j'avais trouvé que c'était pas facile du tout, finalement, ce virage vers l'hormonothérapie pour la prise en charge du cancer du sein. Et donc, je pense que ça répond véritablement à un besoin d'information à un moment qui est assez compliqué à vivre pour les personnes concernées. Et puis, l'autre raison de ma joie, on va dire, ce soir, c'est que je vais pouvoir partager les résultats d'une enquête où beaucoup de personnes, je pense, qui nous écoutent ce soir ont participé, puisqu'on a près de 1300 personnes qui avaient répondu à notre enquête sur l'hormonothérapie dans les cancers du sein localisés. Et donc, je suis contente de partager, en fait, ces résultats d'une enquête, parce qu'on demande beaucoup aux personnes de répondre à des questions, etc., des questionnaires, des enquêtes. Et c'est souvent quand même très intéressant d'en avoir les résultats. Donc, ce soir, on va les voir et surtout, on va pouvoir les discuter avec le docteur Wasserman. Donc, très bonne soirée à tous. Eh bien, docteur Wasserman, alors c'est vous qu'on va mettre en grand sur l'écran et je crois que vous avez également des slides. Bonsoir. Bonsoir Oriane, bonsoir Laure, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour permettre cet échange autour de la question de l'hormonothérapie qui est effectivement un grand sujet pour toutes les femmes qui doivent passer par là. Donc, je me ferai une joie de vous présenter quelques informations et puis surtout d'avoir l'occasion de discuter via le chat et des questions dans la barre de questions. Alors, on va faire un petit point déjà pour essayer de comprendre ce que c'est l'hormonothérapie. Alors, est-ce que vous vous rappelez déjà de vos cours de sciences naturelles de collège? Non? Bon, donc je vais devoir peut-être vous faire un petit rappel sur quelques notions, puisque avant de parler d'hormonothérapie, il va être nécessaire de parler un tout petit peu d'hormones. Qu'est-ce que c'est des hormones? C'est des substances qui sont sécrétées par les glandes et qui circulent dans le sang pour que les organes communiquent entre eux à distance. Les hormones féminines, en particulier les œstrogènes, ils interviennent dans de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment le développement des glandes mammaires, mais elles agissent aussi sur l'utérus, le système cardiovasculaire, la peau, les os, le contrôle de la température, la libido et j'en passe. Alors, ça fonctionne différemment avant la ménopause, bien sûr, et après la ménopause. Avant la ménopause, c'est toute une cascade hormonale qui va entraîner la fabrication des œstrogènes par les ovaires. Ça commence dans le cerveau. Donc, la première hormone qui travaille, c'est la LHRH,
qui est fabriquée par une petite glande qui est dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et cette LHRH, elle va aller dire à une autre glande, qui est l'hypophyse, d'aller fabriquer d'autres hormones, qui sont la LH et la FSH, qui vont aller dire aux ovaires de fabriquer des œstrogènes. Et ces œstrogènes fabriqués par les ovaires vont pouvoir aller agir sur les organes du corps et notamment les seins. Après la ménopause, c'est un peu différent puisque les ovaires ne fabriquent plus d'œstrogènes, mais les femmes ménopausées continuent d'en fabriquer d'une autre façon. Donc, c'est les glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins, qui fabriquent les androgènes. Et ces androgènes vont pouvoir être transformés en œstrogènes par un mécanisme qui implique une enzyme qu'on fabrique dans le corps, qui s'appelle l'aromatase. Et ce processus, ça se fait notamment dans les tissus graisseux du corps. Et une fois que ces œstrogènes ont été fabriqués, ils vont pouvoir aller agir sur les autres organes. Alors, comme les glandes mammaires normales, les cellules de cancer du sein sont le plus souvent équipées de récepteurs aux œstrogènes. Et donc, les œstrogènes vont pouvoir aller se fixer sur ces récepteurs aux œstrogènes et les cellules cancéreuses vont utiliser ces œstrogènes pour se développer, se multiplier. Donc, ce que vous voyez là à droite avec les petits points noirs, c'est ce qu'on voit quand on regarde un cancer du sein au microscope avec un marquage pour les récepteurs aux œstrogènes. Et quand on voit plus de 10% des cellules marquées pour les récepteurs aux œstrogènes, on dit que le cancer est hormonosensible ou RH+, c'est-à-dire récepteurs hormonaux positifs. Alors, maintenant qu'on a bien compris que les cellules cancéreuses se nourrissent des hormones fabriquées par le corps pour se multiplier, on comprend bien l'intérêt des traitements anti-hormonaux pour traiter le cancer. Donc, je dis plutôt traitement anti-hormonaux que hormonothérapie, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de traitement à base d'hormones, mais plutôt un traitement pour bloquer l'effet des hormones. Alors, comment agissent ces traitements? Globalement, il y a deux possibilités. Soit on bloque la fabrication des œstrogènes. Donc, chez la femme non ménopausée, ça va être en envoyant un signal aux ovaires pour leur dire de ne pas fabriquer des œstrogènes. C'est le principe des agonistes de la LHRH, qui sont des piqûres, qui sont mensuelles, tous les 3 mois, et qui vont entraîner comme une ménopause artificiellement. Chez la femme, après la ménopause, on va bloquer la transformation des androgènes en œstrogènes grâce à des médicaments qui s'appellent des anti-aromatases. Il en existe 3 sur le marché, qui sont sous forme de comprimés à prendre une fois par jour, tous les jours. Donc, leur nom de molécule, c'est l'étrozole. Le nom commercialisé, c'est Femara, l'anastrozole, qui est l'arimidex, et l'exemestane, qui est l'aromazine. L'autre possibilité pour agir comme traitement anti-hormonal, c'est d'empêcher l'action des œstrogènes en bloquant le récepteur des œstrogènes. Et ça, c'est ce que fait le tamoxifène, qui est aussi un traitement par comprimé à prendre tous les jours. Donc, normalement, à ce stade, on a bien compris la théorie. La plupart des cancers du sein sont hormonosensibles. Heureusement, il existe des traitements qui permettent d'empêcher les cellules cancéreuses d'utiliser les hormones produites par le corps pour se développer. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne en pratique. Donc, déjà, tout d'abord, c'est important de savoir que c'est des traitements qui ont été largement éprouvés. Il y a plusieurs dizaines d'essais thérapeutiques dans lesquels ont été traitées plusieurs dizaines de milliers de femmes et qui ont montré l'efficacité de ces traitements pour améliorer les chances de guérison du cancer du sein. Donc, pour ceux et celles qui veulent des chiffres, ça veut dire que ces traitements diminuent le risque de récidive de l'ordre de 40% et le risque de mourir d'un cancer du sein de l'ordre de 30%. Donc, ces résultats en font de l'hormonothérapie un pilier du traitement du cancer du sein, au même titre que la chirurgie, que la radiothérapie ou que la chimiothérapie. Et je dirais même plus, comme on tend à faire de moins en moins de chimiothérapie, pour certaines femmes, c'est même le seul traitement médicamenteux donné pour éviter les récidives. Donc, il est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, sauf quelques exceptions, un traitement anti-hormonal est prescrit à toutes les femmes qui ont un cancer du sein hormonosensible. C'est un traitement qui est prescrit pour une durée de 5 ans minimum à 10 ans maximum.
Et le type de traitement va dépendre notamment du statut ménopausique au moment du diagnostic. Donc, si on n'était pas ménopausé, enfin, si on était ménopausé du moment du diagnostic, on va donner préférentiellement des anti-aromatases. Et si on n'était pas ménopausé au moment du diagnostic, en général, on donne du tamoxifène. Et dans certains cas, on peut associer au tamoxifène un agoniste de l'ALH-RH, voire même donner un anti-aromatase. Mais dans ce cas-là, il faut donner de façon obligatoire un agoniste de l'ALH-RH en association. Donc, on comprend bien, vu le rôle important des hormones féminines dans le corps humain, que le fait de donner un traitement qui va bloquer les hormones, des traitements anti-hormonaux, ça peut donner un certain nombre d'effets indésirables. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Certaines femmes n'en auront pas du tout, ou alors des très supportables. Et pour certaines, ça peut être un vrai problème au quotidien, au point de devoir adapter le traitement, le changer, voire parfois même l'arrêter. Donc, il y a un certain nombre d'effets indésirables qui sont plus ou moins fréquents avec toutes les hormonothérapies à divers degrés, comme par exemple la fatigue, les bouffées de chaleur ou les sueurs la nuit, la prise de poids, les perturbations du sommeil, les problèmes d'ordre gynécologique comme la sécheresse vaginale ou des pertes, des problèmes d'ordre plutôt sexuel comme la baisse de la libido par exemple. Il peut y avoir aussi des douleurs, notamment dans les articulations, qui sont assez fréquentes, en particulier avec les anti-aromatases, c'est très fréquent. Et les anti-aromatases peuvent aussi favoriser le cholestérol, alors que le tamoxifène, de ce point de vue-là, est plutôt protecteur. Donc, toute cette liste, ça peut faire peur, au point que certaines femmes n'osent même pas avaler le premier comprimé. Mais en fait, on en parle surtout pour que les femmes puissent s'y préparer, avoir des stratégies au cas où les effets secondaires se produisent et savoir qu'il existe un certain nombre de solutions qui peuvent aider à rendre tout ça un peu plus supportable. Il y a d'autres effets indésirables qui sont beaucoup plus rares, mais qui nécessitent une vigilance particulière. C'est notamment le cas des caillots sanguins, qui peuvent être un peu plus fréquents avec le tamoxifène. Donc, il faut en parler à votre médecin si jamais vous ou vos parents avez eu une phlébite ou une embolie pulmonaire. Le tamoxifène peut aussi faire épaissir la muqueuse de l'utérus et donc favoriser les polypes de l'utérus, voire les cancers de l'utérus, bien que ça reste des événements très rares. Et donc, on fait toujours, avant de démarrer le tamoxifène, une échographie pour vérifier l'utérus. Et puis, il faut bien sûr avoir un suivi gynécologique annuel et prévenir votre médecin si jamais vous avez des saignements anormaux. Et enfin, pour les anti-aromatases, donc elles ne posent pas ces problèmes de caillots ou d'utérus. En revanche, elles peuvent favoriser la diminution de la densité osseuse. Donc, c'est important parce que si elle est très importante, ça peut favoriser les fractures. Et donc, avant de démarrer les anti-aromatases, on fait une ostéodensitométrie osseuse qu'on répète ensuite tous les 2 ans. Et il faut ensuite s'assurer d'avoir des apports en calcium et en vitamine D qui soient suffisants tout au long du traitement. Donc, bien sûr, le bénéfice de ces traitements doit être discuté en consultation, en balance avec ces risques. Mais en général, le bénéfice attendu du traitement est beaucoup plus important que les risques. Donc, voilà les grands principes un peu de l'hormonothérapie, de leur utilisation, des effets indésirables potentiels. Et puis, on va pouvoir maintenant discuter le point de vue des patientes par le questionnaire de mon réseau cancer du sein. Et on rediscutera de tout ça dans les questions par le chat tout à l'heure. Alors, moi, ce que je vous proposais, parce qu'effectivement, on s'était dit, on va faire le docteur Wasserman, ensuite la vision des patients, mais on a quand même pas mal de questions, notamment, alors si Laure, tu es d'accord, sur tout ce qui est stop and go, des patientes qui disent est-ce qu'on peut souffler, est-ce qu'on peut avoir une fenêtre par rapport aux fenêtres de traitement, comment ça se décide et la durée également. Alors, en fait, l'hormonothérapie, vous avez compris, elle est très importante. L'idée, c'est d'essayer de favoriser toutes les conditions possibles en discussion pour arriver à faire au moins 5 ans d'hormonothérapie en prenant le maximum possible et acceptable pour la femme. Il vaudra toujours mieux faire des adaptations si vraiment on n'en peut plus et qu'on a besoin de faire une petite pause parce qu'on sait qu'on va partir en vacances et qu'on n'a pas envie d'avoir, je ne sais pas, les bouffées de chaleur parce qu'on va dans un endroit où il fait chaud, etc. Il vaudra toujours mieux discuter. On peut en parler avec son médecin, ce n'est pas tabou. Il vaudra toujours mieux discuter, essayer d'aménager
une petite pause et puis essayer d'atteindre le plus que possible du 100% de ce qui a été prescrit. Alors, il faut essayer d'éviter de faire ça à la sauvage, c'est-à-dire de se dire, bah, moi, par exemple, à la sauvage, je veux dire sans concertation. Moi, par exemple, je le prends, j'en sais rien, un mois sur deux, ou 3 jours je le prends, 3 jours je ne le prends pas, ou je le prends la semaine et pas le week-end, etc. Parce que parfois, ça peut être pas optimal et on peut se retrouver dans une situation où on va prendre le traitement, donc on va avoir quand même les effets indésirables, mais finalement, on ne va pas en prendre suffisamment, donc on n'aura pas les bénéfices. Donc, c'est vraiment à discuter au cas par cas, en fonction du risque de récidive, en fonction des effets indésirables qui sont ressentis. Le fait d'en parler avec vos médecins et puis d'en parler aussi parfois sur les réseaux spécialisés à d'autres interlocuteurs, ça peut aider à trouver des solutions qui permettent de maintenir quand même le maximum de traitement tout en arrivant à gérer les effets indésirables qui peuvent se présenter. Pour revenir sur la question de la durée, donc en fait, la durée, ce n'est pas lié au statut ménopausique, en tout cas pas directement comme ça. Le statut ménopausique, ça va plutôt nous aider à choisir quel type de traitement on va donner, schématiquement tamoxifène avant la ménopause, anti-aromatase après la ménopause. La durée, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Jusqu'à présent, on disait 5 ans, et puis on a tendance de plus en plus avec les études, et j'en reparlerai dans le dernier topo, à prolonger la durée de l'hormonothérapie au-delà de 5 ans. Je pense qu'on gardera cette question-là pour le dernier topo, parce que je l'aborderai un peu plus en détail. Alors, peut-être une question avant effectivement de passer aux résultats de l'enquête, parce que je pense que ça va nourrir aussi toutes les questions, etc. Une question importante du fil, c'est que finalement, pourquoi, si on a eu une chimiothérapie qui est censée en fait avoir, entre guillemets, dégommé toutes les cellules cancéreuses qui auraient pu traîner après la chirurgie, pourquoi est-ce nécessaire, utile de proposer une hormonothérapie à ces patientes? C'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre pourquoi on superpose ces traitements. Alors, on a deux façons un peu de voir les choses. La première chose, c'est au niveau du fonctionnement de la biologie, en fait, des cellules cancéreuses. En fait, les cellules cancéreuses, elles ne vont pas toutes être sensibles à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas toutes être dégommées par la chimiothérapie. Et ça, on le sait, notamment, on peut doser, par exemple, c'est de l'ordre de la recherche, hein, ce n'est pas des choses qui se font actuellement en routine, mais on peut doser, par exemple, des cellules tumorales qui circulent dans le sang, et on voit que même après une chimiothérapie, il peut en rester qui circulent encore. Et le fait d'en avoir, d'ailleurs, ça présage un peu plus, ça ne veut pas dire qu'on va récidiver, mais on a un peu plus de risque de récidiver que si on n'en a pas, par exemple. Donc, on sait que la chimiothérapie, elle ne va pas forcément dégommer toutes les cellules cancéreuses qui restent, et donc ça peut être intéressant de celles qui restent, de les attaquer par un autre angle. En fait, si elles ne sont pas sensibles à la chimiothérapie, elles peuvent être sensibles à l'hormonothérapie parce que, par exemple, elles expriment plein de récepteurs aux hormones et le fait de leur donner un traitement, enfin de donner un traitement anti-hormonal, ça va vraiment les bloquer, les faire mourir, leur empêcher de se développer, alors que la chimiothérapie n'avait, par exemple, pas fonctionné. Donc, d'un point de vue biologique, on peut comprendre qu'une cellule puisse être sensible à une chimiothérapie, qu'elle puisse résister à une chimiothérapie et que le fait de l'attaquer par un autre côté, ça puisse fonctionner. Et puis après, d'un point de vue épidémiologique, études, en fait, il y a eu de nombreuses études qui ont étudié cette question sur, pareil, des milliers de femmes, en fait. Hein, en général, les études sur les cancers du sein, ça implique souvent des milliers de femmes, et qui ont montré que le fait d'ajouter des modalités de traitement, et ben, ça permettait d'améliorer encore les chances de guérison. Il y a très longtemps, quand on ne connaissait pas tout ça, et ben, on opérait la boule et puis c'était tout. Et puis après, on s'est rendu compte que de faire de la chimiothérapie, des anciennes chimiothérapies, et ben, ça améliorait encore les chances de guérison. Et puis après, les chimiothérapies plus modernes, ça faisait mieux que les chimiothérapies plus anciennes. Et puis l'hormonothérapie, ça fait mieux que de faire aucun traitement médicamenteux. Et la chimiothérapie plus l'hormonothérapie, ça fait encore mieux que de faire que la chimiothérapie. Donc voilà pourquoi est-ce que, et intellectuellement on peut bien le comprendre, et aussi parce que ça a été prouvé, il faut proposer une hormonothérapie en plus de la chimiothérapie, et a fortiori, si on a eu besoin de chimiothérapie, c'est qu'on avait quand même un cancer du sein dit agressif, et a fortiori, chez ces femmes-là, il est intéressant de proposer une hormonothérapie pour diminuer le risque de rechute, puisque c'est celles-là qui vont probablement encore plus avoir besoin d'un traitement complémentaire.
Alors peut-être une dernière question et après je passe mes slides parce qu'en fait on pourrait passer la soirée juste à répondre aux questions. On aura encore l'occasion de discuter plus tard. Une très bonne idée. Mais quand même une question que je trouve intéressante même en amont des autres, c'est finalement pourquoi, alors attendez, du coup que je redise bien. En fait, voilà, j'ai une patiente assez jeune à qui on propose du tamoxifène, qui du coup n'a plus de cycle, elle se retrouve, voilà, mais du coup, est-ce qu'il faut qu'elle change de molécule pour une anti-aromatase? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le fait de ne plus avoir de cycle veut dire qu'on est ménopausé et du coup inciterait à un changement de molécule? Je pense que c'est une question en fait très, très utile pour nos réseaux parce que c'est beaucoup de questions qui reviennent des femmes. C'est une vaste question en fait et il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a la question du statut ménopausique et c'est pas si simple que ça. Alors, si on est dans une situation où on n'a pas reçu de chimiothérapie, au bout d'un an sans règle, on considère qu'on est ménopausé. Dans la situation normale, dans la vie normale, hors cancer du sein traitement. Si on est dans une situation où on a un cancer du sein et qu'on a reçu une chimiothérapie, on va attendre plutôt 2 ans puisqu'on sait que la chimiothérapie peut arrêter les règles. Et donc, il va être difficile de savoir si les règles vont revenir ou pas. Globalement, plus on est jeune, plus elles ont de chances de revenir. Plus on est proche en âge de la ménopause, moins les règles ont des chances de revenir naturellement après une chimiothérapie. Donc, ce n'est pas toujours simple de savoir si on est ménopausé ou pas. En tout cas, il faut un recul suffisant, c'est certain. On peut parfois vous proposer aussi de faire des dosages des taux hormonaux dans le sang. Mais les dosages de taux hormonaux dans le sang, ça n'a pas une fiabilité de 100% parce que ça vous donne un résultat à un moment T. Ça ne veut pas dire qu'un mois plus tard, vous n'allez pas avoir vos règles qui vont revenir. Donc, c'est la question de savoir si on est ménopausé ou pas. C'est un faisceau d'arguments. Quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous avez reçu de traitement? À combien de temps vous êtes de la fin de la chimiothérapie? Éventuellement, les dosages hormonaux. C'est un faisceau d'arguments qui vont nous dire, voilà, on est sûr qu'elle est ménopausée. Ou, voilà, là, actuellement, elle a les règles, elle n'a pas de règles, elle a les ovaires qui sont au repos, mais ça ne veut pas dire que d'ici 1 mois ou 6 mois, les règles ne vont pas revenir et les cycles ne vont pas se remettre en place. Donc, c'est très important. Vous avez bien compris, vu le mécanisme d'action des anti-aromatases, ça ne sert à rien d'en donner chez une femme qui n'est pas ménopausée, parce que ses ovaires vont continuer de produire des œstrogènes et donc elle n'aura pas de traitement. Et ce sera un traitement inutile. Les anti-aromatases, il faut absolument être en situation de ménopause, il faut être sûr qu'on est ménopausé, ou il faut ménopauser artificiellement en donnant des agonistes de la LHRH. Voilà. Maintenant, se pose la question du switch. C'est le terme qu'on utilise parfois un peu en jargon médical. On fait un switch, ça veut dire qu'on change. On passe du tamoxifène aux anti-aromatases, voire dans certains cas des anti-aromatases au tamoxifène. Mais là, la question était du tamoxifène aux anti-aromatases. Voilà, j'avais 49 ans au moment de mon diagnostic. J'étais un peu en situation de périménopause. Je n'étais pas encore ménopausée, j'avais encore des règles, j'ai eu de la chimio, mes règles se sont arrêtées. 2 ans plus tard, je n'ai toujours pas de règles, c'est sûr que je suis ménopausée. Se pose la question de donner à ce moment-là, par exemple, des anti-aromatases. Et ça, c'est une stratégie qui est peut-être, je dis peut-être, un peu plus efficace que de donner que du tamoxifène tout seul. Probablement que le fait d'avoir reçu des anti-aromatases, ça va même donner des résultats encore un petit peu meilleurs que d'avoir donné que du tamoxifène tout seul. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent, mais vous pouvez être amené à être proposé pour du tamoxifène pendant 2 ans, puis des anti-aromatases pendant 3 à 5 ans. J'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Après, il y en a plein d'autres, mais on va attendre la suite de notre soirée et on reprendra donc les questions tout à l'heure. Donc, Oriane, Ludovic. Ludovic. Merci. Donc, j'ai la chance de pouvoir vous présenter donc, une enquête qui a été réalisée auprès de près de 1300 personnes donc, cet hiver. Donc, en fait, la prochaine fois qu'on fera une enquête, on ne dira plus hormonothérapie, mais traitement anti-hormonaux dans le cadre de cancer du sein localisé. Alors, juste pour que vous ayez une idée, parce que la chance qu'on a avec mon réseau cancer du sein, c'est qu'on a des patients qui vivent dans toute la France, mais aussi qui sont soignés dans des centres de soins très variés.
Donc, on voit qu'on a, on va dire, une certaine représentativité dans les réponses. Et puis, on retrouve en fait aussi deux situations, donc des patientes qui sont les plus fréquentes en nombre, qui sont donc avec un cancer du sein hormonodépendant HER2 négatif, mais aussi tout un groupe de patientes qui reçoivent une combinaison de traitements parce qu'elles sont hormonodépendantes et HER2 positives. Alors, donc toujours dans ce profil des patientes, donc nos répondantes, en fait, entre guillemets, on a un groupe de patientes relativement jeunes, donc on voit donc une majorité des patientes qui ont reçu du tamoxifène, les autres des anti-aromatase, un petit groupe donc des anti-LH, RH, donc ça ce sont finalement les plus jeunes patientes, si j'ai tout compris, docteur Wasserman. Et puis aussi un point qui est intéressant, c'est que dans certaines situations, certaines patientes peuvent se voir proposer donc ce qu'on appelle un test génomique qui va permettre en fait à l'équipe médicale de dire si une chimiothérapie est nécessaire ou pas dans leur situation. Et on voit que parmi nos répondantes, donc certaines en ont reçu. Et donc, ça, c'est d'autant plus important que l'hormonothérapie, comme le disait le docteur Wasserman tout à l'heure, devient en fait le seul traitement médicamenteux qui est proposé après la chirurgie et la radiothérapie. Donc, c'est vraiment un message important de dire que c'est un vrai pilier à ne pas oublier pour la prise en charge de la maladie. Donc là, on voit globalement toutes ces patientes, elles ont reçu donc de la chirurgie, de l'hormonothérapie adjuvante, ça c'est la majorité, donc après les traitements de radiothérapie, mais on voit aussi des méthodes, on va dire, plus récentes qu'on appelle donc soit par exemple la chimiothérapie néoadjuvante ou l'hormonothérapie néoadjuvante. Ce sont donc des patientes qui reçoivent ces traitements avant la chirurgie. Donc voilà, c'est juste pour dire que tous les parcours de soins dans les cancers du sein localisés ne sont pas forcément les mêmes. Donc on ne reçoit pas toutes les mêmes traitements et en plus pas toutes dans le même ordre. Donc c'est pour ça que c'est très important d'échanger avec son équipe médicale pour bien comprendre sa propre situation. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire sur ce profil des répondantes, c'est qu'on voit que la majorité des patientes sont en cours de traitement pour une hormonothérapie. Donc, certaines sont vraiment au tout début, elles initient. La majorité, 50%, sont, on va dire, en plein dans les premiers 5 ans. Et puis, donc, un plus petit nombre sont entre 5 et 10 ans, et certaines ont dit qu'elles avaient terminé leur traitement. Et puis, bien sûr, il y a aussi 5%, un petit nombre, en tout cas pour nos répondantes, qui ont arrêté le traitement avant la fin préconisée. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que au niveau patiente, finalement, on trouve qu'il y a un déficit d'information sur ces traitements, puisqu'on est, quand on réfléchit bien, on est au départ pris en soin, on va dire, par son équipe hospitalière ou en clinique. On va donc faire la chirurgie, éventuellement la chimio, la radiothérapie. Et puis finalement, quand on nous prescrit l'hormonothérapie, on va quitter, on va dire, le rythme aussi des rendez-vous à l'hôpital. Donc c'est un moment un peu crucial. Et finalement, pour la très grande majorité des patientes, 71%, elles n'ont pas bénéficié d'une consultation de fin de traitement pour bien leur expliquer finalement ce que c'est que l'hormonothérapie justement et puis pourquoi c'est important, etc. L'autre chose qui apparaît comme un manque, c'est finalement comment initier ce traitement, comment le prendre, cette hormonothérapie. Vous verrez qu'on a des pistes un petit peu des patients. Et puis aussi donc 27% qui finalement n'ont pas véritablement eu d'informations sur comment fonctionne l'hormonothérapie. On voit que c'est important de bien le comprendre. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que les répondantes nous disent, voilà, j'ai pas eu en majorité, mais j'aurais bien aimé avoir des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est des réunions qui sont souvent faites dans les centres où généralement il y a un médecin et tout un groupe de patientes qui vont pouvoir échanger justement sur comment ça marche, poser ces questions, comment on s'organise, etc. Ça, c'est souvent très utile pour partager, on va dire à la fois l'information, mais aussi les savoirs expérientiels des différentes personnes. Des groupes, des conférences ou des groupes de parole toujours pour cette information, des webinaires en ligne, c'est ce qu'on fait ce soir, donc je peux vous répondre tout de suite parce que j'ai vu la question sur le fil. Il y aura un replay, donc vous pourrez retrouver cette soirée. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très connu des médecins, c'est que vous savez certainement que beaucoup des médicaments d'hormonothérapie sont aussi accessibles en générique chez le pharmacien d'officine et ça suscite beaucoup de questions.
chez les patientes. Lequel? Est-ce qu'il faut préférer celui-là ou celui-là? Est-ce que c'est différent d'avoir le médicament princeps ou un générique? Est-ce qu'il y a des différences entre les génériques, etc. Donc, peut-être à l'occasion, demander aux pharmaciens de bien expliquer finalement en ville comment on va retrouver ces traitements, sous quel nom, et est-ce qu'il y a des différences importantes à souligner pour une patiente dans son choix de traitement. On a vu tout à l'heure que ces traitements, on va les prendre 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est quand même un long moment. Et parfois, on se demande, mais pourquoi vous nous précipitez à démarrer tout de suite? Parce qu'on est quand même un petit peu fatigué par nos traitements à l'hôpital. Et donc, on se pose un peu la question de savoir si c'est vraiment nécessaire de commencer immédiatement ou si on peut attendre 15 jours pour se reposer un petit peu, voire carrément 1 mois pour partir en vacances après les traitements et démarrer, j'allais dire, avec le sourire et en pleine connaissance de cause ce traitement. Et on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est visiblement un petit peu partagé dans les préconisations des soignants, mais aussi dans la réalité de ce que choisissent les patientes. Donc, cette idée de bien nous expliquer les enjeux, mais aussi en fonction de sa situation, vous parliez tout à l'heure de c'est l'été, je partirai bien 15 jours voilà, est-ce que je peux décaler de 15 jours le démarrage de mon traitement? C'est à discuter avec son médecin, mais je crois que c'est important de dire que c'est quelque chose qu'on peut éventuellement envisager. L'autre chose qui est important dans ce démarrage du traitement, c'est que en fait, on ne reçoit pas tellement de conseils si il vaut mieux prendre le matin, le soir, éventuellement en 2 prises matin et soir, ou commencer à demi-dose, etc. Il y a un peu plusieurs solutions qui peuvent être proposées par certaines équipes de soins, ou en tout cas qui permettent à certaines patientes de se sentir mieux dans l'instauration de ce traitement. Et là aussi, on pense qu'il y a toute une piste pour finalement rentrer petit à petit dans le traitement. Pour parler d'expérience, c'est vrai que quand vous n'êtes pas ménopausée et que vous démarrez un traitement d'hormonothérapie, vous avez souvent, enfin même pour toutes les femmes, en fait, ce ressenti de bouffée de chaleur, par exemple, c'est pas agréable. Est-ce qu'on aurait, même pour les douleurs articulaires ou autres, est-ce qu'on pourrait imaginer, envisager qu'en démarrant un peu tranquillement, on puisse limiter l'installation de ces effets indésirables? C'est une question qu'on se pose. Ensuite, donc on a vu pour les patientes, notamment sous anti-aromatase, il peut y avoir un effet au niveau des os. Donc là, peut-être que vous pourrez nous expliquer, docteur Wasserman, la place de cet examen d'ostéodensitométrie et à quel moment il doit être proposé, quelle place il a dans la prise en charge. Et puis voilà, on a beaucoup de questions autour des effets indésirables. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, les réduire dans le temps, mais on voit qu'il y a une vraie réalité extrêmement présente de ces impacts dans la vie quotidienne des patientes, avec des douleurs articulaires, un ressenti de fatigue important, des bouffées de chaleur, un impact sur la libido, éventuellement une prise de poids, et un impact aussi sur l'intimité et la sexualité, avec une sécheresse vaginale qui peut être très invalidante et qui est globalement peu accompagnée et peu prise en charge. Souvent, voilà, à la fois pas beaucoup de conseils et puis pas de prise en charge financière, entre guillemets, par des traitements avancés. Et l'autre point je dirais, d'alerte de nos patientes, c'est qu'on voit que même si pour un nombre non négligeable, il y a une atténuation des effets indésirables dans le temps, donc après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, on a quand même la grande majorité des patientes qui disent toujours ressentir des effets indésirables qui les gênent en lien avec ces traitements. Alors, les patientes, qu'est-ce qu'elles auraient souhaité qu'on mette en place, en fait, pour les accompagner dans la prise de ces traitements? On voit, et d'ailleurs sur mon réseau cancer du sein, c'est extrêmement significatif de voir que celles qui mettent en place, qui sont accompagnées pour bouger plus, bouger mieux avec ces traitements, sincèrement, elles disent toutes qu'elles se sentent mieux, moins fatiguées, moins douloureuses. Donc, il y a un vrai impact de l'activité physique, mais souvent, on a besoin d'être accompagné. Donc, ça, c'est la première piste. Un soutien psychologique, ça serait utile probablement, parce que souvent, c'est un moment où on a un effet boomerang. On s'est mise, voilà, on est allé à l'hôpital, on a fait tout bien comme il faut, comme un bon petit soldat, on a tout fait les traitements les plus lourds, entre guillemets. Et après, on se sent souvent un peu dans la nature, souvent en décalage avec ses proches, on ne sait plus trop où on en est, on a souvent on se sent pas très bien dans sa peau. En gros, il nous reste 3 cheveux sur la tête, un sein
balafré ou plus de sein puisqu'on nous l'a enlevé. Donc, on ne se sent pas forcément au mieux de sa forme, on va dire, au mieux de son estime de soi. Et c'est cet effet boomerang qu'on le ressent souvent quand on a quitté l'hôpital, en fait. Donc, l'idée d'accompagner ça pour repartir de l'avant, accompagner le rétablissement de la personne, ça peut être vraiment utile. Puis, on a vu qu'il peut y avoir un impact sur une prise de poids éventuelle. Donc, pour certaines patientes, être accompagnée au niveau diététique serait vraiment utile. Donc, on voit que ces soins de support, ils existent dans les centres, mais ils ne sont pas toujours proposés, on va dire, dans cette étape-là du traitement. Et on voit bien que c'est la très grande majorité des patientes qui disent que ça leur aurait été bénéfique, certainement, d'en bénéficier. Alors, il y a les soins de support, il y a aussi ce qu'on appelle les approches complémentaires, avec notamment l'homéopathie, l'acupuncture et la naturopathie éventuellement, mais là, je rappelle qu'il faut vraiment aussi en parler aux médecins pour d'éventuelles interactions en fonction de ce qui est proposé. Mais en tout cas, ces approches-là, on a des patientes qui décrivent vraiment une amélioration en termes de douleur, de bouffées de chaleur. Donc, c'est souvent pas pris en charge du tout. Dans certains centres, il y a des propositions de ce type de traitement, mais ça peut avoir une place sur cette prise en charge des effets indésirables. Alors voilà, on arrive un peu à la fin de ces slides. Ce qu'on trouvait aussi intéressant de souligner parmi nos répondantes, c'est que finalement, il y a encore 30% de ces patientes qui ne sont pas complètement convaincues ou qui n'ont pas tout à fait compris ou qui n'ont pas les éléments pour se dire que l'hormonothérapie est utile pour réduire le risque de récidive. Donc, c'est quand même 30% de patientes qui sont peut-être moins informées, moins motivées, qui risquent peut-être plus de ne pas prendre leur traitement. Et pour information, on avait eu plus de 800 témoignages spontanés autour de cette enquête, donc beaucoup de témoignages des patientes qui disent qu'il y avait véritablement besoin de mieux accompagner. Donc, c'est sur ces pistes. Alors, attendez, je crois que je suis allée trop vite sur ce coup-là. Voilà, dans les pistes d'amélioration, on les a un peu classées par thématique. Donc, ça vient directement de l'analyse de ces verbatims, comme on les appelle. Donc, ce que les patients suggèrent à tous ceux qui nous écoutent ce soir, donc soignants et peut-être des personnes qui s'intéressent au parcours d'accompagnement, ça serait justement de proposer des soins de support remboursés pour la prise en charge, en tout cas de l'instauration de ces traitements et de la prise en charge des effets indésirables. Donc de bien prendre le temps d'informer, d'expliquer et de donner des preuves d'efficacité et d'intérêt de ces traitements, pour qu'en conscience on prenne ces traitements en se disant que c'est utile pour soi. Faciliter en fait le fait de faire connaître les associations de patients, à la fois pour pouvoir échanger, se renseigner, mais aussi trouver pour beaucoup d'associations de patients qu'on relaie aussi sur nos réseaux, par exemple, qui proposent des ateliers d'activité physique adaptée ou des choses pour ne pas être toute seule sur ces périodes-là et être accompagnée dans cette, on va dire, remontée d'énergie pour reprendre le cours de sa vie, mais aussi se sentir le mieux possible avec ce traitement d'hormonothérapie. Je pense notamment à des patientes qui disent que le yoga, la méditation, des choses comme ça les aident beaucoup à gérer, on va dire, l'après. Et dans les autres pistes, donc, en fait, l'idée d'une consultation de suivi vraiment dédiée à ces traitements qui sont finalement aujourd'hui assez peu accompagnés. Alors, il faut savoir, c'est un peu nouveau, mais il y a des consultations qui peuvent se faire maintenant avec les pharmaciens d'officine aussi. Donc, c'est peut-être une piste pour suivre ces traitements. Est ressorti l'idée d'avoir plus d'écoute de la plainte des patientes. Et qu'il y ait plus de reconnaissance de ce vécu, parce que pour les médecins c'est peut-être pas grand chose et ça vous inquiète pas en fait qu'on ait des bouffées de chaleur, qu'on dorme mal, qu'on prenne 3 kilos ou autre, mais à vivre pour la patiente c'est difficile et souvent les patientes se sentent peu écoutées là-dessus. Et puis dans les suggestions un peu originales, l'idée d'avoir des outils de suivi, pourquoi pas avec des applications mobiles, et puis donc la place du pharmacien d'officine qui peut être un vrai relais puisque ces traitements on va les chercher chez le pharmacien d'officine. Donc, c'est un acteur qui peut être aussi mobilisé pour accompagner les patientes. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et on va pouvoir continuer notre soirée. Alors Laure, moi j'ai juste une question parce que j'ai vu que ton enquête
parle à beaucoup de nos auditeurs, auditrices. Et donc, certains disaient, on ne va pas s'arrêter là. Est-ce que les soignants vont être informés? Quelle est l'étape numéro 2 de ces résultats? Alors pour les résultats, je ne saurais pas encore très bien vous dire. En fait, c'est un petit peu. On se disait d'ailleurs avec le docteur Wasserman qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans cette enquête. Pourquoi pas réfléchir ensemble à en faire une communication auprès des médecins, voire un article, enfin à réfléchir. Mais c'est vrai qu'on pense qu'il y a des pistes intéressantes. Et puis voilà, la voix des patientes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt. Que ce soit chez les soignants, mais aussi nos institutions, d'écouter en fait l'expérience des patients pour justement avoir des parcours de soins adaptés, des consultations adaptées, des soins de support adaptés au bon moment pour à la fois nous permettre d'aller de plus en plus vers l'autonomie. C'est vraiment l'idée des prises en charge aujourd'hui. C'est formidable d'avoir des traitements en ambulatoire et tout ça, mais on ne peut pas laisser non plus les patients tout seuls, sans information, à autogérer les choses. Il y a vraiment besoin de points précieux, d'information, de compréhension, et puis d'accompagnement qui peuvent être différents en fonction des personnes et des difficultés qu'elles rencontrent, puisque on n'est pas tous, vous le disiez aussi en introduction, Dr Wasserman, on n'est pas toutes égales devant ce qu'on va ressentir. Certaines patientes vivent très bien ces traitements et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut aussi noter tout ça. Donc, peut-être une suite, on pourra en discuter. En tout cas, pour rebondir, moi, je pense que c'est très important qu'il puisse y avoir une collaboration entre les femmes et les équipes soignantes sur ces questions-là. Et on le voit, la 800 verbatim, c'est extrêmement riche d'idées, de vécus, de choses qui sont vraiment de la matière qui pourrait être approfondie et travaillée sur, après, la mise en place de mesures concrètes et spécifiques qui pourraient être évaluées pour voir si finalement, effectivement, ça vaut le coup de partir sur cette piste-là ou pas. Mais en tout cas, vraiment, je pense que c'est très important qu'on puisse collaborer pour améliorer le suivi sous hormonothérapie. Et je souligne également le nombre de répondantes, parce que si je me rappelle bien, ce questionnaire n'a pas été en ligne très longtemps. Une semaine. Voilà. Une semaine, ouais. Il y a une mobilisation vraiment très importante des femmes sur ces questions, et on voit avec des âges, des parcours variés. En fait, maintenant, tout le monde a accès à Internet partout, tout le monde a accès au réseau, etc. partout. Donc, on a vraiment une bonne représentativité. Et donc, il faut continuer de travailler dans cette direction. C'est vraiment très inspirant et je pense vraiment que ça donnerait des pistes intéressantes. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous allez continuer sur le parcours de soins de l'après-cancer et que vous allez aborder pas mal de ces sujets. On a eu pas mal de questions. Donc, Laure, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer sur les soins oncologiques de support ne sont pas toujours disponibles dans mon centre. Donc, moi, je connais l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques, francophone des soins oncologiques de support. On va vous mettre le lien. Et je crois qu'il y a la vie autour aussi, qui est une application et qui permet de dire à côté de chez vous où vous pouvez trouver des soins oncologiques de support. Est-ce que tu en connais d'autres qu'on puisse informer nos auditeurs et nos auditrices? Alors, ça, c'est deux sites très utiles. Sur mon réseau cancer du sein, c'est un de nos atouts, entre guillemets, c'est que dans l'annuaire, on répertorie notamment des associations de proximité, etc. Je crois qu'il faut quand même, je pense que la première chose, c'est de se dire, en parler avec son équipe de soins, se renseigner dans son hôpital ou dans sa clinique. Parce qu'en fait, on ne sait pas toujours ce qui est proposé, et ces soins oncologiques de support, ils sont d'abord proposés par l'équipe de soins et qui les adapte justement en fonction des besoins. Il y a également, donc ça reprend, parce qu'il y a eu un impact malheureusement très fort de l'épidémie de Covid sur ce qui était possible de faire en groupe, notamment dans les centres. Maintenant, ça reprend un peu, et donc vous pouvez vous renseigner pour savoir s'il y a des rencontres d'éducation thérapeutique. C'est souvent très intéressant, très utile. Et puis, c'est important, nous, on le fait beaucoup parce que notre ADN est digital. Il y a aussi pas mal de choses qu'on peut faire en ligne. Et donc, il y a des ateliers, il peut y avoir même de l'activité physique adaptée, il peut y avoir des choses sur, là on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de patientes qui sont aussi un peu déroutées sur tout ce qui est en concentration, etc. Donc, il peut y avoir des ateliers en cogite, enfin, il y a vraiment plein d'activités. Vous
possibles, proposés donc soit par des centres de soins, soit par des associations de patients, soit aussi des applications, je pense à MyCharlotte par exemple, qui propose ici des choses. Donc, en fait, l'idée, c'est d'exprimer ses besoins, se renseigner entre mon réseau cancer du sein, votre centre de soins, la vie autour, voilà, et le pharmacien aussi, votre pharmacien de proximité, souvent, il connaît des choses qui peuvent être proposées dans votre secteur. Les autres patientes aussi, parce que souvent, ce qui a été utile pour elles dans le même secteur ou dans le même centre, c'est intéressant d'avoir leur partage d'expérience. Voilà, donc je pense qu'en fait, il faut se dire que c'est une période compliquée. Souvent, on se dit, je suis toute seule. Ben non, en fait, on n'est pas toute seule. On est très nombreuses à vivre ce désarroi. Et je pense qu'il faut recommander de ne pas rester seule sur ces moments-là, parce qu'il y a un vrai décalage de compréhension entre l'entourage, les amis, qui vous disent « Ah, youpi, t'as fini, on fait de ça », alors qu'en fait, souvent, on n'est pas du tout dans l'esprit, on se sent un peu décalé de ça. Et du coup, je pense que le ressenti entre patients est particulièrement utile à ce moment-là. C'est l'occasion de souligner aussi un pilote qui a été fait à la Pitié après d'ailleurs un premier à Tenon avec l'Université des patients, qui s'appelle les cafés du rétablissement. Donc, j'ai croisé Catherine Turgis l'autre jour qui m'a dit que voilà, probablement ça allait pouvoir continuer et se développer. L'idée, justement, c'est de proposer à certaines patientes qui ont plus de difficultés sur certains champs d'être accompagnées sur, avec différentes rencontres et avec cette idée de se rétablir des traitements et du choc que le cancer a pu avoir, j'allais dire, sur son corps, mais aussi globalement sur la vie des personnes, que ce soit professionnel, personnel. Voilà, donc ça aide beaucoup. Donc, ça bouge, en fait, aussi dans ce monde-là. Docteur Wasserman, on va vous laisser la parole et surtout la place pour vos slides. Alors, l'hormonothérapie, elle a une place un peu particulière dans le parcours d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Parce que le chirurgien l'a opéré, l'oncologue médical lui a fait sa chimiothérapie, le radiothérapeute l'a irradié, même si c'est elle qui a enduré les douleurs, les nausées, la fatigue. Mais pour l'hormonothérapie, c'est un peu différent parce que c'est elle qui va aller chez le pharmacien acheter sa première plaquette d'hormonothérapie, puis qui va y retourner tous les 3 mois pour se ravitailler. C'est elle aussi qui va devoir chaque jour penser à prendre son traitement pendant 5 à 10 ans. Donc, c'est un peu le moment où la patiente va reprendre la main et la pleine responsabilité sur son traitement. C'est aussi le début de l'hormonothérapie. Ça coïncide avec la fin des traitements hospitaliers et le début d'une phase qu'on appelle parfois l'après-cancer. Donc, c'est un peu un moment de transition. Et comme Laure l'a bien souligné, c'est une période qui peut être assez déstabilisante. À la fois, il peut y avoir une certaine euphorie, parce que c'est la fin de la période de traitement à l'hôpital. Il peut y avoir aussi une certaine injonction de la part des proches et puis aussi de l'équipe soignante à reprendre une vie normale. Et puis en même temps, il y a souvent un coup de mou à cette période. On peut se sentir épuisé physiquement, épuisé moralement. On peut avoir peur que la maladie revienne. On peut ne pas se sentir capable de reprendre le travail, par exemple. On peut se sentir confuse aussi. Je ne suis pas malade, pourtant je dois prendre un traitement. Bon, c'est une période un peu particulière et compliquée, et d'autant plus qu'on va à cette période moins souvent à l'hôpital. Donc, comme le disait Laure, on va se retrouver un peu seul face à ces questionnements. Les soins de support dont on a pu bénéficier pendant qu'on était en traitement vont parfois s'arrêter, comme les suivis psychologiques ou l'activité physique adaptée. Et tout ça fait que, paradoxalement, alors que les traitements se finissent, les traitements initiaux se terminent, il peut y avoir une détérioration de la qualité de vie à ce moment-là et puis dans les mois qui suivent. Et pourtant, c'est une période clé pour l'hormonothérapie, parce que c'est le moment où on la débute et c'est vraiment le moment où les choses doivent bien s'enclencher. On sait qu'il y a déjà 1 à 2 femmes sur 10 qui ne vont même pas débuter l'hormonothérapie qui a été prescrite. Et après, il y en a encore beaucoup qui ne vont pas la prendre tous les jours, soit parce qu'elles oublient, soit parce que voilà, elles sautent des prises. Et on sait au final que quand on arrive à 5 ans, il y en a près d'1 sur 2 qui finalement l'a arrêté. Et donc, ces difficultés d'adhérence à l'hormonothérapie, c'est un vrai problème, puisque dès qu'on commence à s'écarter de l'adhérence optimale, on commence à avoir des récidives. Donc, c'est vraiment très important, ce moment de la prescription, puisque plus la femme a compris l'intérêt du traitement,
plus elle a pu poser ses questions, plus elle a pu être rassurée sur les effets secondaires et la façon de les gérer, plus elle a confiance en fait dans cette hormonothérapie, plus elle peut être soutenue par les soignants, par les proches, et meilleure sera son adhésion au traitement et donc ses chances de guérison. Donc, cette phase de l'après-cancer, en fait, c'est un continuum. Ce n'est pas le jour où la radiothérapie se termine et qu'on vous donne l'ordonnance pour l'hormonothérapie qu'il faut commencer à se poser tout un tas de questions. C'est des choses qui doivent être anticipées dès le diagnostic. Il y a plusieurs objectifs à la prise en charge de l'après-cancer. Le plus évident, bien sûr, c'est le suivi médical pour détecter d'éventuelles récidives. Donc, il va y avoir des consultations de surveillance 2-3 fois par an. On palpe les seins, on vous examine, on fait une mammographie 1 fois par an. Bon. Après, il y a aussi un autre objectif qui est de dépister les seconds cancers. En particulier, quand on a eu un cancer du sein, on surveille toujours attentivement l'autre sein. Et puis, il faut aussi faire attention à tous les dépistages de cancers qui doivent être dépistés dans la population générale, comme le cancer du col de l'utérus, comme le cancer du côlon. Puisque paradoxalement, les personnes qui ont déjà eu un cancer ont tendance à être moins suivies pour les autres dépistages que la population générale. Et puis pour les femmes sous tamoxifène, on va avoir une vigilance particulière sur l'utérus. Donc on va préconiser de faire un examen gynécologique tous les ans et puis de signaler s'il y a des saignements. Même si le cancer d'utérus, ça reste quand même très rare. On va aussi, pendant cette période qu'on appelle parfois après-cancer, rechercher les effets secondaires physiques tardifs des traitements ou les séquelles et essayer d'apporter des solutions. On sait, quand on regarde les études, que 5 ans après un diagnostic de cancer, il y a toujours de façon très fréquente des douleurs chez près de 3/4 des personnes, de la fatigue, c'est le symptôme le plus fréquemment rapporté, par exemple. Et chez les personnes qui ont eu un cancer du sein, près d'une femme sur 2 va aussi ressentir de la sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les études, et c'est ce qui a été confirmé par l'étude de mon réseau cancer du sein également. Il y a aussi des effets tardifs psychosociaux qui peuvent nécessiter une prise en charge spécialisée. On sait par exemple que 5 ans après un diagnostic de cancer, 1 personne sur 5 déclare une qualité de vie mentale dégradée par rapport au diagnostic. Et 1 personne sur 5 qui était en emploi au moment du diagnostic ne travaille plus 5 ans après. Donc ça, c'est vraiment un sujet de focus très important. Un des autres objectifs importants, c'est de promouvoir la santé générale. Par exemple, accompagner l'arrêt du tabac, encourager une alimentation saine, lutter contre la sédentarité. C'est très important, en fait, quand on a eu un cancer du sein, notamment parce qu'on sait que les problèmes cardiovasculaires, ça peut devenir au premier plan, alors même qu'on va peut-être être guéri de son cancer du sein. Et enfin, une question pas des moindres, c'est comment est-ce qu'on coordonne tout ça entre le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute, le médecin traitant, le gynécologue, le kiné, le pharmacien, le psy, l'infirmière, tous les praticiens qui vont accompagner en fait la femme qui a eu un cancer du sein dans cette période. Donc aujourd'hui, et vu la démographie de la population, et vu le pronostic des cancers qui s'améliore, on a de plus en plus de personnes qui sont en vie après un cancer du sein. Donc, cette question de l'après-cancer, ça intéresse de plus en plus de monde. Ça intéresse les personnes directement concernées, puis ça intéresse aussi maintenant de plus en plus les praticiens de santé et les organisations. Si on regarde les femmes qui sont sous hormonothérapie, ça représente probablement 150 000 à 200 000 femmes en ce moment en France qui ont une prescription d'hormonothérapie. Donc, c'est vraiment une question hyper importante, cette période-là, après la fin des traitements aigus. Donc, on a de plus en plus de recommandations sur ce qu'il est souhaitable de mettre en place pour la fin des traitements et l'après-cancer. Après, il reste à mettre tout ça en place dans les centres et on souhaite que ça se développe le plus que possible. Donc, ce qui est vraiment souhaitable, c'est qu'il y ait un dispositif pour l'après-cancer qui soit un peu en miroir du dispositif d'annonce qui a été mis en place il y a maintenant 15 ans après les premiers plans cancer. Et donc, ce dispositif de l'après-cancer, il se met en place petit à petit dans les centres, certains avec plus d'avance que d'autres. Ça repose tout d'abord sur une consultation médicale de fin de traitement. Donc, en fait, on va s'arrêter, on va faire un point, vraiment un rendez-vous médical dédié pour voir quels sont les traitements qui ont été reçus. On récapitule un peu l'historique. On voit quels sont les effets secondaires qui restent encore à ce moment-là. Et puis, s'il y a une hormonothérapie, il faut vraiment passer du temps pour prescrire l'hormonothérapie,
pour l'expliquer, pour informer sur comment la prendre, quels sont les effets indésirables auxquels on peut s'attendre, comment est-ce qu'on peut les gérer pour les plus fréquents qui peuvent se produire. Et puis, on va mettre en place un calendrier de surveillance qui va impliquer les médecins hospitaliers et puis idéalement aussi les praticiens de ville, donc que ce soit le généraliste ou le gynécologue. Donc tout ça, ça va être formalisé par écrit dans un document qui s'appelle un plan personnalisé de surveillance qui va reprendre tous le résumé des traitements reçus, les traitements qui doivent être encore à prendre, donc l'hormonothérapie, le calendrier de surveillance. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est de passer aussi la main à d'autres professionnels de santé, pas forcément médecins. Et notamment, on peut proposer une consultation paramédicale de fin de traitement, comme on a une consultation d'annonce infirmière. On peut proposer une consultation de fin de traitement infirmière avec une infirmière qui va être à même de dépister les besoins. On peut parler par exemple de l'accès aux soins de support comme la nutrition, le suivi psychologique, l'activité physique, les soins de bien-être, la sexologie. J'ai vu beaucoup de questions sur cette thématique. Ça peut être l'arrêt du tabac, ça peut être orienté vers une assistante sociale pour l'aide au retour à l'emploi, pour des aides financières. Ça peut être de remettre les coordonnées de différents intervenants, d'associations, par exemple, proches du domicile, etc. Et donc, tout ça va être ajouté dans le plan personnalisé de soins et remis par écrit à la patiente. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que dans le cadre de la stratégie nationale de santé, et pour répondre justement aux demandes des personnes qui ont eu un cancer, le gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d'un parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Donc ça, c'est vraiment un dispositif nouveau qui se met en place depuis quelques semaines, quelques petits mois. Vraiment, c'est vraiment tout nouveau. Et ce nouveau dispositif, c'est organisé à l'échelle de chaque territoire et ça permet un forfait de prise en charge de soins de support de 180 € dans l'année qui suit la fin des traitements hospitaliers. Pour toutes les personnes qui viennent de finir leur traitement hospitalier pour un cancer, le sein et pas que le sein. Et ça concerne les femmes qui sont sous hormonothérapie. Donc, si elles ont fini leur radiothérapie ou leur chimiothérapie et qu'elles démarrent une hormonothérapie, dans l'année qui suit, elles sont concernées par ce dispositif qui concerne 3 choses, la prise en charge nutritionnelle, l'activité physique adaptée et le soutien psychologique. Donc, vous pouvez en bénéficier. Pour ce faire, il faut que votre oncologue ou votre médecin généraliste, c'est possible aussi, adresse une prescription pour les bilans et les consultations de suivi qu'ils souhaitent en nutrition, en activité physique adaptée et en soutien psychologique. Il faut adresser cette prescription à la structure qui coordonne le dispositif dans chaque département. Donc, ça dépend de où vous habitez, puisque l'objectif est que vous puissiez, en relais des soins de support qu'il y avait dans votre centre, avoir des soins de support au plus proche du domicile, pris en charge justement dans le cadre de ce dispositif. Donc là, pour l'instant, c'est un dispositif un peu pilote, bien qu'il soit national, mais qui va être testé sur 3 ans et on va voir si, après l'évaluation, c'est quelque chose qui va être utile et qui va être prolongé et c'est ce qu'on espère, bien sûr. Donc, toute cette prise en charge, idéalement, ça doit être coordonné, en accord et avec une implication du médecin généraliste, bien que dans les faits, en matière de cancer du sein, on sait que la moitié des femmes ne consultent finalement pas leur médecin traitant pour le suivi après leur cancer du sein. Donc, se pose la question de savoir comment les impliquer. Donc, finalement, si on revient un petit peu à l'hormonothérapie, chaque étape du parcours va être une opportunité pour aborder la question de l'hormonothérapie et accompagner les femmes sur cette question. Déjà, il ne faut pas attendre le dernier jour de la radiothérapie pour parler d'hormonothérapie. C'est important d'aborder la question de l'hormonothérapie dès l'annonce d'un cancer du sein hormonosensible. On sait qu'il y aura une hormonothérapie, donc il faut le dire dès le départ. Et il faut le noter déjà lors de la remise du plan personnalisé de soins initialement. Il faut noter que à la fin de la chirurgie, la chimiothérapie, éventuellement la radiothérapie, il y aura ces comprimés d'hormonothérapie à prendre pendant 5 à 10 ans. C'est quand même très important. Ensuite, il faut vraiment, comme je vous le disais, prendre un temps dédié, et c'est vraiment souhaitable, en consultation pour prescrire l'hormonothérapie et avoir un temps d'échange. Et vous pouvez vraiment demander ça, avoir le temps de discuter sur les objectifs du traitement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment le prendre? Quels sont les effets indésirables auxquels vous pouvez faire face? Et comment les gérer? Et voilà, ça c'est vraiment un temps médical dédié à l'occasion de la fin des traitements. C'est vraiment très important. Ce
Ce qui peut aider aussi, c'est les nouveaux métiers, comme les infirmières de pratique avancée. Ce sont des super infirmières qui ont fait 2 ans d'études spécialisées supplémentaires et qui sont à même de prescrire un certain nombre de traitements et d'examens complémentaires pour des personnes qui sont suivies pour des maladies chroniques stables. Donc, il y en a de plus en plus qui sont en train de se former. Ça demande un investissement particulier et pour les personnes qui sont infirmières et qui veulent se former à être infirmières de pratique avancée, et aussi pour les centres de traitement, les services, pour pouvoir embaucher ces personnes. Donc, ces infirmières, elles peuvent faire une consultation, une téléconsultation. Nous, c'est ce qu'on propose. Quelques semaines après l'introduction de l'hormonothérapie, on fait une consultation infirmière, une téléconsultation pour voir si la patiente a débuté son traitement déjà, puisqu'on sait qu'il y en a un certain nombre qui freinent un peu des cas de fer avant de démarrer. Hein. Donc, on va voir, est-ce qu'elle l'a débuté ? Et puis, si elle l'a débuté, est-ce qu'il y a des craintes, des questions ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui se sont présentés ? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour les gérer au mieux ? Comment est-ce qu'on peut l'aider pour pouvoir accéder à ce parcours global de l'après-cancer et bénéficier des soins de support en ville proche du domicile ? Donc ça me paraît aussi être un point important et pilier, et on espère que ça va se développer le plus possible. Bien sûr, il est souhaitable que la patiente puisse joindre facilement l'équipe soignante, et on sait que ce n'est pas toujours facile en cas de difficulté. Avec l'hormonothérapie, on a des effets indésirables, on n'en peut plus, on va craquer, on va arrêter. Il faut qu'il puisse y avoir une possibilité de joindre facilement l'équipe pour pouvoir discuter des problèmes. Il y a de plus en plus d'applications qui sont dédiées à cet usage qui se développent, où on va recevoir un certain nombre de questionnaires pour savoir comment ça va, et puis on peut aussi joindre directement l'équipe par ce biais-là, qui va pouvoir vous répondre par écrit ou par un coup de téléphone ou par une consultation selon la problématique qui se présente. Donc ça, c'est vraiment souhaitable aussi. Et enfin, à chaque consultation de surveillance, que ce soit avec le médecin spécialiste hospitalier ou avec le médecin traitant ou le gynécologue, c'est une opportunité pour voir s'il y a des difficultés à prendre le traitement tous les jours, s'il y a des effets indésirables. Donc, il faut vraiment profiter de chaque temps pour pouvoir échanger sur cette question-là. Après, il y a d'autres soutiens non médicaux qui peuvent être très utiles également. Par exemple, les groupes de parole, on en a parlé, les associations de patients comme mon réseau cancer du sein, où on peut partager, on peut échanger sur les difficultés rencontrées avec l'hormonothérapie, on peut se donner des astuces parce que parfois, vous m'en donnez. Et puis, il y a aussi de plus en plus de patients experts qui sont formés. Justement, nous, à Sorbonne Université, on a l'université des patients qui forment des patients experts. Donc, qui sont des personnes qui ont l'expérience, un savoir expérientiel, qui ont vécu un cancer du sein, pas que du sein, c'est souvent des femmes qui ont eu des cancers du sein, mais pas que, et puis qui vont être formées pour accompagner des personnes qui sont en cours de traitement d'un cancer, pour les aider dans le parcours de soins, alors ils ne vont pas donner des conseils médicaux, mais ils vont les aider à naviguer dans tout ce parcours complexe. Et ça, c'est pareil, ça se développe, et il est souhaitable que ça se développe de plus en plus parce qu'on voit que c'est vraiment extrêmement bénéfique et utile. On peut aussi bénéficier d'ateliers d'éducation thérapeutique. Il faut voir s'il y en a qui sont proposés dans votre centre. Ça peut être des cours en ligne, ça peut être des webinaires comme celui de ce soir. Et puis, il y a aussi d'autres solutions digitales, on en a parlé, comme des applications qui peuvent simplement vous faire un rappel chaque jour pour penser à prendre votre traitement. Pour certaines femmes, c'est indispensable, des années après, de recevoir encore un bip-bip tous les jours. Ah oui, c'est vrai, je dois prendre mon comprimé. Ou apporter d'autres informations supplémentaires ou un accompagnement particulier. Bref, il y a de nombreuses solutions pour accompagner cette phase, pour qu'elle soit la plus sereine possible, et puis pour arriver à prendre son traitement jusqu'au bout de la façon la plus optimale et avoir les meilleures chances de guérison possible. Merci beaucoup, Dr Wasserman. On a eu beaucoup de questions, notamment sur le PPAC, des femmes disant mais c'est génial, il faut moi, on m'en a pas parlé, où puis-je avoir les infos région par région, puisque vous avez dit qu'il fallait se renseigner auprès de sa région. Et si cela fait plus d'un an que je suis sous hormonaux, est-ce que je peux quand même en bénéficier? Voilà. Et après, une question sur le bip-bip. Par rapport aux effets, je fais une synthèse entre ce que Laure a montré, le vécu des patientes, les effets indésirables. Est-ce qu'il y a des horaires où la prise pendant à certains moments de la journée qui permettrait d'avoir moins d'effets indésirables? Alors, pour le PPAC et le parcours après-cancer, donc il y a 2 choses. La première chose, c'est le dispositif de l'après-cancer avec le plan personnalisé de l'après-cancer. Ça, c'est simplement quelque chose qui va se faire dans votre centre ou avec votre médecin traitant pour formaliser sur un document
comme ce que vous avez eu en entrant dans le parcours de soins avec le dispositif d'annonce et le plan personnalisé de soins. Là, c'est le dispositif de l'après-cancer avec le plan personnalisé de l'après-cancer. Vous allez avoir un document, une consultation paramédicale idéalement. Et puis, voilà, ça c'est vraiment dans votre centre et avec vos médecins, il faut voir ça. Après, il y a le parcours global de l'après-cancer qui est coordonné dans chaque région par des interlocuteurs différents qui sont les dispositifs d'appui à la coordination généralement et chapeautés par les agences régionales de santé. Donc, c'est vraiment très local dans chaque département, ça a un fonctionnement différent. Les structures qui vont donner des soins de support, c'est-à-dire l'activité physique adaptée, les consultations diététiques et les consultations de psychologie, c'est différent dans chaque centre. Donc, vous ne pouvez pas aller chez un psychologue avec une ordonnance de votre médecin et vous dire, voilà, j'ai droit à un bilan et 6 consultations de suivi, puisque c'est ça, en fait, ce que ça représente, les 180 €. Un bilan et 6 consultations de suivi, si on prend qu'un soin de support, avec votre ordonnance et votre psychologue libéral, ça va pas marcher. Ça va très bien marcher peut-être sur le plan de la prise en charge psychologique, mais ça ne va pas bien marcher pour le remboursement. Il faut vraiment passer par la coordination dans chaque département. Donc, sur Paris, c'est organisé entre autres par le réseau Humanest et par la Ligue. Donc, voilà, il y a un site internet dédié, une adresse email dédiée. De toute façon, ça doit passer par une prescription médicale et de toute façon, la prescription médicale doit être transmise idéalement par votre médecin. Alors, ce n'est pas forcément votre oncologue, ça peut être votre médecin généraliste aussi, mais je pense qu'ils sont encore moins au courant que les oncologues. Et si, ça pourrait peut-être être intéressant d'ailleurs de relayer un peu plus largement cette info dans les réseaux, parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des femmes qui y participent. En fait, très simplement, si vous tapez parcours global de l'après-cancer sur un moteur de recherche, vous allez tomber dans votre région sur les sites à contacter. Alors, je me permets de rebondir, docteur Wasserman, sur ce point particulier. On a fait une actualité il n'y a pas très longtemps, justement, au moment du lancement de ce programme, puisqu'on avait été informé par la Ligue contre le cancer de l'Île-de-France. Et on a aussi donc fait un peu de communication sur le fait que c'est dans plusieurs régions. Alors, il y a une personne qui m'aide beaucoup sur mon réseau cancer du sein, dont le pseudo est Fifi la débrouille, avec qui on a repéré les autres régions. Donc, on vous promet de refaire une actualité suite à cette conférence pour réexpliquer en fait l'intérêt de ces programmes en fait, hein, et l'intérêt parce que il y a beaucoup de personnes. Alors merci beaucoup pour toutes vos questions, etc. C'est l'occasion de rappeler qu'on peut pas, idéalement, n'échangez pas tous les petits trucs et astuces, les adresses et tout ça. On peut pas rentrer dans les cas particuliers, les noms des crèmes, etc. On est obligé de rester généreux sur ces conférences. Donc pour en revenir à ce message. On va pouvoir retrouver ces différents programmes, donc en Île-de-France, mais dans les différentes régions qui l'ont mis en place. Et c'est vrai que c'est important parce que beaucoup d'entre vous ce soir soulignent le problème économique que représentent toutes ces choses à mettre en place quand elles ne sont pas du tout prises en charge. Ça peut être un budget vraiment très conséquent. Et quand on parle de plusieurs années où on a besoin de faire telle ou telle activité ou tel soin, ça peut représenter vraiment une difficulté d'accès à ce soutien bien nécessaire pour les patientes avec ces traitements anti-hormonaux. Alors, c'est l'occasion de vous poser une question notamment sur... on voit que là, il y a 3 champs. Il y a beaucoup d'impact aussi sur l'intimité, la sexualité, beaucoup de plaintes des patientes sur la sécheresse vaginale. Là aussi, pas toujours d'informations, pas toujours de réponses précises sur ce qui peut fonctionner, pas fonctionner. On avait une patiente qui disait est-ce que si on me propose un traitement local avec un peu d'hormones locales, est-ce que ça pose problème parce que mon cancer du sein est hormonosensible, ou est-ce que telle ou telle technique comme les lasers dont on entend parler est utile, dans quelle situation, quand est-ce qu'il faut éventuellement être accompagné par un spécialiste oncosexologue par exemple, quelle est votre expérience et vos recommandations, parce qu'on se sent souvent un peu démuni et quand on est, pour beaucoup de femmes, quel que soit l'âge, en fait, c'est un vrai problème qui s'installe dans l'intimité des personnes et dans les relations de couple. Donc,
c'est vraiment un sujet qu'on aimerait voir plus abordé. C'est l'occasion de dire qu'en octobre, on lancera une enquête là-dessus. Vous pourrez y répondre. Ouais, sujet très important, merci Laure. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout aborder dans le détail pour chaque effet indésirable, et c'est pour ça que j'ai cité notamment la nutrition, le suivi psychologique et l'activité physique adaptée, puisque ça, c'est vraiment des piliers extrêmement importants, et ce n'est pas pour rien s'ils sont remboursés, c'est parce que c'est ceux qui sont le plus éprouvés, et c'est ceux pour lesquels on a un niveau de preuve scientifique d'efficacité pour un certain nombre d'effets indésirables qui sont vraiment très importants. Le sport, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose qui marche pour lutter contre un certain nombre d'effets indésirables, pour lutter contre les bouffées de chaleur, pour lutter contre les douleurs articulaires. Donc, voilà, bien sûr, chacune peut avoir une expérience favorable avec tel ou tel praticien, avec telle ou telle médecine, traitement non médicamenteux. Moi, bien sûr, je peux vous recommander que ce qui est éprouvé. Et puis, voilà, après, c'est de la discussion qu'on peut avoir avec son médecin. C'est de la discussion qu'on peut aussi avoir, effectivement, en échangeant avec d'autres personnes qui sont passées par là. Pour ce qui concerne les troubles sexuels, c'est vraiment une question très importante, puisqu'en fait, c'est quasiment une femme sur deux, après un cancer du sein, qui a des problèmes d'ordre sexuel, vie intime, et ou d'ordre gynécologique, sécheresse vaginale, perte, etc. C'est vraiment un problème majeur, et c'est un problème qui est très clairement sous-traité en consultation de suivi. Typiquement, lors d'une consultation de surveillance où vous venez avec votre mammo, si vous n'abordez pas la question, il est possible ou probable qu'on ne va pas vous la poser. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aborder la question. Ce n'est pas du tout un sujet tabou, ce n'est pas du tout un sujet honteux, c'est normal, ça fait partie du bien-être et de la santé globale, la santé sexuelle. Et donc, c'est vraiment très important qu'il puisse y avoir des discussions et des échanges sur ce sujet-là. Il ne faut pas hésiter à les amener si elles ne sont pas amenées naturellement en consultation. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui existent. Alors, c'est un peu graduel. Il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte si on prend la problématique de la sécheresse vaginale, puisque parfois, il y a un problème de sécheresse vaginale. La libido peut aller bien, la vie de couple peut aller bien, et on a vraiment des douleurs pendant les rapports, par exemple, à cause de la sécheresse vaginale. Il y a un certain nombre de lubrifiants et hydratants locaux qu'on peut appliquer. Alors, bien sûr, on recommande de ne pas mettre de produits localement, y compris si c'est que des traitements locaux à base d'hormones quand on a eu un cancer du sein hormonosensible. Donc, ça ne peut pas être recommandé, très clairement. Il y a d'autres solutions qui existent. Donc, il y a d'abord ces traitements locaux qui peuvent être faits. C'est intéressant de pouvoir consulter aussi des gynécologues qui ont quand même une expérience, une expertise dans ces domaines de femmes sous hormonothérapie, de sexologie, parce que chacune a un peu ses trucs, son expérience, et donc ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un ressource. Moi, j'ai la chance de l'avoir, mais après, c'est à voir localement, pour être capable de proposer, dans certains cas, effectivement, du laser. Donc, si c'est une sécheresse vaginale qu'on n'arrive pas à régler avec des traitements locaux sans hormones, etc., ça peut être la place pour des traitements par laser qui montrent de plus en plus de preuves. Alors, ça reste encore pas à un niveau de preuve majeur, mais on a de plus en plus d'arguments pour penser que ça aide, que c'est sans danger et que ça peut vraiment aider à rétablir un certain degré de lubrification vaginale qui permet, par exemple, d'avoir des rapports sexuels ou un certain confort intime. Et puis, enfin, il y a d'autres traitements qui sont en cours d'étude, des traitements, par exemple, de réjuvénation vaginale avec des injections intravaginales dans la muqueuse qui permettent de redonner une certaine élasticité, une certaine lubrification au vagin. Donc, c'est un champ d'étude. Et comme je vous disais, c'est toutes ces problématiques qui touchent les femmes au quotidien, des milliers et des centaines de milliers de femmes, finalement, ça devient, à force d'en parler, d'échanger, de dire que c'est un problème, ça finit par être pris en compte et il y a des choses qui se développent. Merci beaucoup. Et effectivement, la question du timing, excusez-moi, je n'ai pas répondu à cette question. Quand est-ce qu'il faut prendre son hormonothérapie ? Je pense, quand est-ce qu'il faut prendre pour qu'elle soit plus efficace ou qu'il y ait moins d'effets secondaires, etc. Je ne peux pas vous répondre médicalement à cette question. Je pense que chacune doit trouver
le timing qui est le bon pour elle. Et le timing qui est le bon pour elle, c'est le bon timing. Donc, si c'est le matin après s'être brossé les dents, parce qu'elle ne va pas l'oublier à ce moment-là, c'est parfait. Si c'est le soir, au moment d'aller se coucher, parce qu'elle a remarqué qu'elle aura moins de bouffées de chaleur au travail quand elle le prend le soir avant d'aller se coucher, et ben, c'est ce moment-là qui est le bon timing. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver pour chacune le petit truc, ce qui va faire que ça va marcher et qu'on va tenir. Merci beaucoup. On vous a un petit peu perdu, mais on vous entend encore. Alors, je trouve ça super parce qu'on fait ces webconférences avec Laure depuis 3 ans et on voit que la parole s'est libérée autour de tout ce qui était intimité et c'est un point qui est clé pour la confiance en soi, surtout quand on traverse la maladie, pour la vie de couple. Et à ce sujet, avec Laure, on a fait plusieurs webconférences avec des psychosexologues. Et dans le lien du replay, on vous mettra les liens des webconférences si vous voulez avoir des informations un peu plus pratiques, etc. Parfait. Alors, du coup, merci beaucoup, Oriane. C'est vrai que c'est un grand sujet et on en reparlera, c'est promis aussi. Il y a plusieurs sujets qui nous touchent. Il y a aussi des questions autour, finalement, pour certaines très jeunes femmes, est-ce qu'on pourra envisager une interruption pour un projet éventuellement de maternité voilà, donc ça commence à être possible dans certaines situations. Évidemment, ça ne peut pas être toutes les patients, mais on essaiera de faire une conférence sur ce sujet-là et on reprendra certainement l'accompagnement de l'intimité. Alors, on voulait finir cette soirée par aussi, on va dire, mieux comprendre toujours cette idée que toutes les patientes n'ont pas le même cancer du sein. Certaines vont avoir des cancers du sein plus jeunes ou plus agressifs et qui vont nécessiter, on va dire, des prises en charge adaptées. Et du coup, actuellement, on parle on va dire, d'hormonothérapie un peu renforcée avec des nouvelles stratégies qui arrivent. Et on voulait que, voilà, docteur Versteman, que vous nous expliquiez un petit peu à la fois pourquoi on nous parle de désescalade thérapeutique d'un côté et pour certaines, au contraire, d'avoir des traitements anti-hormonaux renforcés par d'autres traitements. Du coup, il faudrait mettre les dernières slides, s'il vous plaît. Merci. Alors, effectivement, il y a des femmes qui vont avoir un excellent pronostic et chez qui se pose la question de faire moins d'hormonothérapie. J'ai vu une question à ce sujet-là, d'ailleurs, dans les questions, puisqu'il y a certaines femmes, quand on les suit pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, elles ne rechutent jamais. Et on essaye d'affiner de plus en plus comment savoir qui elles sont, puisqu'en fait, au départ, on n'est pas toujours capable de prédire pour une femme en particulier quel va être son devenir plus tard, et c'est un champ très important. Moi, je vais plutôt vous parler de celles qui, a priori, ont peut-être un risque un peu plus élevé de rechute, c'est-à-dire que elles ont reçu un traitement par chimiothérapie, par radiothérapie, elles ont été opérées, elles ont fait leur hormonothérapie et on sait que malgré tout ça, il y a quand même un certain nombre de femmes qui vont malheureusement avoir une rechute de leur cancer du sein. Et donc, il y a tout un champ pour essayer, en cas de cancer du sein avec des récepteurs hormonopositifs, avec un risque un peu plus important de rechute, intensifier l'hormonothérapie et essayer d'être encore plus efficace. Donc, il y a une première question qui s'est posée, c'est la durée de l'hormonothérapie. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Initialement, quand on a commencé à prescrire les hormonothérapies il y a plusieurs décennies, on prescrivait 2 ans, puis ensuite 5 ans de tamoxifène. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les anti-aromatases étaient peut-être même un peu plus efficaces pour les femmes ménopausées. Ensuite, on a fait des techniques de switch, comme on a parlé. On donne l'un, puis on donne l'autre. Et enfin, ces dernières années, on a vu plusieurs grandes études internationales qui ont regardé si faire des hormonothérapies plus longues que 5 ans, donc là, en allant jusqu'à 7 ans ou jusqu'à 10 ans, avec du tamoxifène ou avec des anti-aromatases ou avec l'un puis l'autre, ça pouvait améliorer encore plus les chances de guérison. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que le fait de rajouter quelques années permet de gagner encore un petit peu plus
en termes de chance de guérison, de diminution du risque de rechute, comme on dit. Mais bien sûr, plus on prolonge l'hormonothérapie et plus on prolonge le risque d'effets indésirables. Donc, c'est à bien peser au cas par cas. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on va plutôt préconiser, pour les femmes qui n'avaient pas de ganglions malades, puisque l'atteinte des ganglions, c'est quand même un facteur important dans le cancer du sein avec récepteurs hormonopositifs. Donc, pour les femmes qui n'ont pas de ganglions malades, on va plutôt proposer une hormonothérapie entre 5 et 7 ans. Et puis, quand il y a des ganglions malades, on va plutôt avoir tendance à proposer une hormonothérapie plus prolongée, c'est-à-dire entre 7 ans jusqu'à 10 ans maximum d'hormonothérapie. Une autre question qui s'est posée, qui concerne les femmes qui étaient non ménopausées au moment du diagnostic, c'est celle de la suppression de la fonction ovarienne, c'est-à-dire d'induire une ménopause artificiellement par des piqûres d'agonistes de la LHRH, en plus de l'hormonothérapie, qui peut être soit du tamoxifène, soit des anti-aromatases, puisqu'on est dans la même situation hormonale qu'une femme ménopausée quand on fait les piqûres d'agonistes. Donc, il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur ce sujet ces dernières années, sur des milliers de femmes dans le monde, et qui montrent que d'ajouter un agoniste de la LHRH à l'hormonothérapie, par tamoxifène ou par anti-aromatase, ça diminue encore un petit peu plus le risque de rechute, en particulier chez les femmes qui sont les plus jeunes au diagnostic, c'est-à-dire moins de 35 ans notamment, et en particulier chez celles qui ont les cancers du sein les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont eu besoin d'avoir de la chimiothérapie, mais qui ont retrouvé des cycles après la chimiothérapie. L'inconvénient quand on donne un agoniste de la LHRH en plus du tamoxifène, et encore plus quand on le donne avec les anti-aromatases, c'est que ça va induire une ménopause brutalement, contrairement au phénomène de la ménopause normale qui est plus progressif. Et donc, ça va donner des effets indésirables assez brutaux, assez forts, qui peuvent être parfois difficiles à supporter. Ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, ça dépend vraiment des femmes et c'est vraiment un peu au cas par cas. Mais donc, il faut bien peser le pour et le contre quand on décide de ce type de stratégie renforcée. Essayer parallèlement à l'hormonothérapie, c'est des médicaments qui ne font pas partie de l'hormonothérapie, mais qui vont être donnés en plus de l'hormonothérapie. On vous a perdu, Dr. Wasserman. On vous a peut-être parlé de nouveaux traitements. On vous a peut-être parlé de ces nouveaux traitements. C'est une nouvelle classe d'hormonothérapie qui est en cours de développement. C'est ce qu'on appelle les dégradeurs des récepteurs à l'œstrogène, les SERD. C'est des traitements par comprimé qui pourraient peut-être être plus efficaces. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Tout à fait. Alors, si tu veux, je vais du coup apporter quelques informations, peut-être le temps que le docteur Wasserman se reconnecte, en espérant que les dernières minutes vont vous permettre de finir cette présentation qui est super importante. Donc, je mettais tout à l'heure dans le fil que sur les questions autour de tout ce qui est sexualité, etc., on prépare en fait un questionnaire qui sera proposé en octobre prochain sur mon réseau cancer du sein. Donc, on a à la fois en tête de bien comprendre les difficultés, les besoins, mais aussi les solutions qui seraient utiles pour les personnes, et de remonter également cette problématique du coût, puisque plusieurs d'entre vous soulignaient le coût de ces prises en charge quand elles ne sont pas possibles, notamment dans certains centres qui expérimentent certains traitements, par exemple d'accompagnement des sécheresses vaginales. Là aussi, renseignez-vous, il peut y avoir la possibilité d'accéder à certaines études en fait, d'intérêt. On pourra en reparler là aussi sur le réseau. Mais voilà, le docteur Wasserman qui revient. Voilà, donc trop nombreux, ça a fait exploser le réseau. Donc, je vous disais, il y a une nouvelle classe de médicaments qui s'appellent les dégradeurs des récepteurs aux œstrogènes, qui sont des traitements aussi par comprimé, les SERD, et qui pourraient être peut-être plus efficaces et peut-être avec moins d'effets secondaires que les hormonothérapies actuelles. Donc ça, c'est en cours d'étude, donc on aura les résultats dans plusieurs années, mais je voulais quand même l'aborder au cas où certaines en ont entendu parler. Donc je voulais vous parler de deux évolutions récentes en termes de traitement adjuvant renforcé pour les femmes qui ont un cancer du sein avec des récepteurs hormonopositifs. Le premier, c'est dans la famille des inhibiteurs de CDK4/6. Donc les inhibiteurs de CDK4/6, c'est des médicaments
qui agissent sur le cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'ils empêchent les cellules de se multiplier. Et donc, ils sont un petit peu comme la chimiothérapie, finalement. Ils empêchent les cellules tumorales de proliférer. Et c'est donné en association avec une hormonothérapie. Donc ça, c'est vraiment des médicaments qui se donnent par comprimé, qui ont vraiment révolutionné la prise en charge du cancer du sein hormonosensible quand il y a des métastases, puisque maintenant, en général, il se passe plusieurs années avant qu'on ait besoin d'avoir de la chimiothérapie quand on a des métastases. Donc là, c'est une étude qui a concerné plus de 5600 femmes avec un cancer du sein avec des récepteurs hormonaux positifs, avec des ganglions atteints. Donc ça fait partie de ces femmes qui ont un risque un peu plus élevé de rechute. Et elles recevaient une hormonothérapie normale pour 5 à 10 ans. Et en plus, on leur donnait un de ces médicaments de la famille des inhibiteurs de CDK4/6, l'abemaciclib, pendant 2 ans. Et c'était comparé avec l'hormonothérapie et un placebo. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les 2 ans de traitement, eh bien, ça diminue le risque de récidive de l'ordre de 30%, déjà 3 ans après l'initiation du traitement. Donc, c'est vraiment très intéressant. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il y a un peu plus d'effets indésirables, notamment des diarrhées. Et puis, il peut aussi y avoir des baisses de globules, donc ça nécessite de faire des surveillances régulières par prise de sang, ce qui n'est pas le cas habituellement quand vous êtes sous hormonothérapie. L'autre traitement dont je voulais vous parler, alors là, ça concerne une population particulière, qui est la population des femmes qui sont porteuses d'une mutation génétique des gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, qui sont les gènes BRCA1 ou BRCA2. Donc, quand on a une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, eh bien, nos cellules et les cellules tumorales ne se réparent pas bien. Et donc, quand on donne un médicament qui va bloquer encore plus la réparation des cellules, les cellules meurent. Donc, on a cette classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de PARP, qui bloquent la réparation de l'ADN des cellules. Ces inhibiteurs de PARP sont particulièrement efficaces chez les femmes qui ont une mutation de BRCA1 ou BRCA2. Donc, on les donne déjà dans les cancers de l'ovaire en cas de mutation. On les donne déjà dans les cancers du sein avec des métastases chez certaines patientes qui ont une mutation de BRCA1 ou BRCA2. Et là, cette étude a évalué un de ces médicaments-là, l'olaparib, chez plus de 1800 femmes qui étaient porteuses d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 et qui avaient un cancer du sein qui était traité par chimiothérapie. Alors, il faut prendre quand même les informations avec des pincettes, puisqu'il n'y avait que parmi ces femmes-là, 325 qui avaient un cancer du sein hormonosensible. La plupart, elles avaient un cancer du sein qui n'était pas hormonosensible. Mais en tout cas, c'est des cancers du sein hormonosensibles graves, enfin plus graves que les autres, puisqu'ils avaient un nombre important de ganglions qui étaient atteints, donc soit plus de 4 ganglions atteints, soit ils avaient reçu une chimiothérapie et ils avaient été opérés ensuite, et on voyait toujours de la tumeur dans le sein qui avait été opéré. Et dans ces cas-là, les femmes recevaient une hormonothérapie et 1 an de traitement par l'olaparib, ou bien une hormonothérapie et un placebo. Donc, il y a toujours un tirage au sort dans ces études-là pour savoir quel est le meilleur traitement. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec l'olaparib, il y a une diminution du risque de récidive qui est de l'ordre de 30% dans les populations avec un cancer du sein hormonosensible. Donc, ça semble aussi très intéressant. Les résultats sont encore plus spectaculaires en termes de diminution du risque de rechute chez les femmes qui avaient un cancer du sein non hormonosensible. Mais bon, moi, je vous présente les résultats qui nous intéressent ce soir. Et bien sûr, la contrepartie, c'est qu'il y a aussi plus d'effets indésirables. Donc, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des nausées, ce n'est pas des traitements quand même anodins. Et il y a aussi une surveillance des prises de sang à faire, puisque ça peut aussi faire baisser les globules. Bon, voilà, c'est pour 1 an, mais c'est une piste intéressante. Et puis, voilà, juste un petit mot pour vous dire qu'il n'y a pas que les médicaments. Il y a d'autres choses qui existent. Il y a des outils informatiques qui nous aident à savoir quelles sont les patientes qui sont les plus à risque de rechute et qui devraient avoir les traitements les plus intensifiés. Il y a aussi un certain nombre de signatures moléculaires, et Laure en a parlé, ce qu'on appelle les signatures génomiques ou les tests génomiques, qui peuvent nous aider à prédire le risque de rechute et donc à favoriser les traitements les plus élevés pour les patientes à plus haut risque de rechute. On a aussi des outils informatiques avec de l'intelligence artificielle qui peuvent nous aider, et ça commence maintenant et ça va probablement se développer beaucoup dans l'avenir, à essayer de prédire qui va avoir des toxicités importantes et d'arriver justement à les anticiper au mieux. Et puis, il y a un certain nombre d'outils digitaux, l'application Mon Réseau Cancer du Sein et puis d'autres applications qui existent pour accompagner les femmes sous hormonothérapie, leur donner du soutien, leur donner des conseils, et puis que le traitement se passe au mieux.
Merci beaucoup, Dr Wasserman. Alors, cette webconférence était à la fois très, très, très pratique et malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc vous allez devoir revenir. Et en même temps, avec l'ouverture sur de nombreuses choses qui se mettent en place ou qui vont se mettre en place. Donc, c'est vraiment super sur les perspectives également. Par contre, on va devoir clore avant que la plateforme nous mette à la porte. Donc, vous retrouverez le replay sur le YouTube de Mon Réseau Cancer du Sein, comme d'habitude, à la fin de la semaine. On vous mettra également les liens en bio. Et merci infiniment, Dr Wasserman, c'était passionnant. Merci à tous les auditeurs et les auditrices pour votre participation très active ce soir. Et à très vite en septembre. D'ici là, passez un bel été. Merci, au revoir.